Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'événement économique majeur des prochains mois, des prochaines années, celui qui va dicter l'évolution de l'économie mondiale, des marchés financiers, de notre épargne, de l'économie française également. Nous sommes toutes et tous concernés par cette évolution, voire cette révolution, en l'occurrence la fin de l'hégémonie du dollar. Et oui, depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar règne en maître sur le système monétaire et financier international, au niveau des échanges internationaux, ce qui permet d'ailleurs aux États-Unis de rester les maîtres du monde malgré les évolutions, malgré leur dette publique, etc. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça risque de changer. C'est vrai que je l'avais annoncé ici même il y a plusieurs années, notamment dans mes livres, en disant bon, on a encore le temps, mais là, l'histoire est en train de s'accélérer et donc on pourrait avoir cette fin du roi dollar avec donc cette question: qui va gagner la guerre des monnaies, la guerre des devises au niveau international? Est-ce que ce sera le dollar encore, ce qui va finalement résister, ce qui va renaître de ses cendres? Est-ce que ce sera l'euro ou est-ce que ce sera le yuan, la devise chinoise? Il y a également l'or, on le voit, qui est en train de flamber aujourd'hui, justement, qui est en train de nous protéger finalement contre cette nouvelle crise potentielle. Donc on va voir justement ce qui va nous arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est donc extrêmement important pour notre avenir et donc toujours évidemment avec des graphiques, comme vous le savez, réalisés sans trucage, avec beaucoup de chiffres, vous verrez, du FMI, donc tout à fait officiels, sont des chiffres tout à fait, encore une fois, réels, et c'est important de les voir pour visualiser, pour comprendre ce qui va bien sûr nous arriver. Alors déjà, un petit flashback très rapide pour rappeler qu'en fait, une devise internationale, ce qu'on appelle une devise de réserve de change finalement, c'est souvent celle du pays qui domine le monde, qui domine les échanges internationaux. Alors la première devise réserve de change, entre guillemets, ça a été le florin hollandais de 1600 à 1700. Bon, c'était évidemment pas encore développé comme aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, la livre sterling de 1750 à 1939, avec l'Empire britannique, évidemment, qui régnait sur l'ensemble du monde, et puis progressivement, le dollar américain a commencé à s'imposer et à partir donc de la Seconde Guerre mondiale, là, ça y est, le dollar est devenu la monnaie de change internationale. Alors au début, pour convaincre, on va dire, le monde, le dollar était indexé sur l'or, ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods. Et donc c'est vrai que de 1944 à 1971, quand on avait un dollar, on savait qu'on avait une correspondance en or automatiquement, donc on pouvait changer ces dollars et qu'on aurait de l'or. Ensuite, la fameuse justement réserve de valeur, qui est l'or bien entendu. Et ensuite, évidemment, les Américains, ils ont refait comme d'habitude la planche à billets. Vous voyez que l'histoire se répète pendant la guerre du Vietnam. Donc ils ont émis beaucoup plus de dollars qu'ils n'avaient d'or en réserve. Et donc, évidemment, le monde ne le savait pas, mais très vite, les Américains ont dit, attendez, si le monde entier vient réclamer son or, alors là, évidemment, nous sommes complètement ruinés. Et donc, ils ont eu cette idée assez incroyable. Donc, en août 1971, c'était donc un pari assez incroyable en disant, dorénavant, le dollar ne vaut plus de l'or, ou du moins, il n'est plus complètement convertible en or, il vaut que le dollar. Donc c'était un pari énorme parce que, évidemment, l'Europe, le Japon, on aurait pu refuser tout cela. Et à ce moment-là, les Américains étaient ruinés. Sauf que c'était un pari évidemment calculé, parce que les Américains ont dit, si vous faites ça, certes, nous sommes ruinés, mais vous aussi, parce que vos dollars ne vaudront plus rien. Et à ce moment-là, évidemment, le monde entier a accepté ce deal, finalement, cet accord, et donc le dollar est devenu, à lui tout seul, sans correspondance en or, la réserve de change mondiale. Et ça continue, évidemment, encore aujourd'hui, sauf que on voit à chaque fois, lorsque les empires ont commencé à décliner, lorsqu'ils se sont trop endettés, lorsqu'ils ont eu trop de planches à billets, et lorsqu'ils n'étaient plus crédibles, malheureusement, leur devise n'a plus pu être la réserve de change mondiale. Donc elle a été remplacée, et à chaque fois, évidemment, celui qui l'a remplacée a marqué son hégémonie au niveau mondial. Donc là, est-ce que ça va changer? Pour l'instant, c'est vrai que malgré la création de l'euro notamment, le dollar est toujours la référence mondiale, c'est toujours autour des entre 60 et 65% des réserves de change mondiales, alors que l'euro par exemple ce n'est que 20%, et parallèlement encore aujourd'hui, quasiment 50% des transactions dans le monde donc, sont en dollars, alors que le commerce américain ce n'est que 11% du commerce mondial. Ce qui veut dire qu'environ les 2/3 du commerce en dollars ne sont pas américains. C'est ça qui permet aux États-Unis finalement d'avoir une demande mondiale de dollars et donc de faire face à toutes les crises et surtout de se dire, quelle que soit l'évolution de la dette publique, finalement, comme il y a une demande mondiale de dollars, ce n'est pas grave. Et donc c'est un petit peu le problème. Vous voyez que depuis 2009, chaque année aux États-Unis, on a un déficit donc public
en moyenne de 1360 milliards de dollars, ce qui veut dire 7,4% du PIB chaque année en moyenne. Il y a eu des années où ça a été pire, d'autres ça a été moins, mais quand même, vous voyez que depuis 2009, ça commence à faire beaucoup. Et tout ça, évidemment, sans problème, puisque finalement, on continue d'acheter du dollar. Et parallèlement, donc là, les chiffres viennent de sortir. Vous savez qu'on a un compteur minute après minute, voire seconde après seconde aux États-Unis de la dette publique. 31 600 milliards de dollars de dette publique aux États-Unis, à peu près 122% du PIB américain, ce qui évidemment est énorme, mais là aussi, ça n'inquiète personne. Et parallèlement, on a une dette totale, ça veut dire publique plus privée aux États-Unis, d'environ 400% du PIB. Donc des chiffres complètement fous, mais comme il y a encore une fois cette demande mondiale de dollars, pas de problème pour les Américains. Et enfin, dernier point très important, vous savez qu'on a également le déficit de la balance courante, c'est-à-dire le déficit commercial, plus donc biens et services, plus les revenus. Et donc là aussi, on a à peu près 1000 milliards de dollars de déficit sur 12 mois, ça veut dire 4% du PIB. Et donc le dernier excédent courant remonte à 1991 aux États-Unis. Donc vous voyez bien qu'on a cette économie américaine qui finalement est très fragile, mais comme elle a le dollar, finalement, elle peut continuer comme ça. Alors il y a eu des tentatives justement pour concurrencer le dollar, pour détrôner le dollar. Et d'abord, dans les années 80-90, le Japon. À l'époque, le Japon, c'était un petit peu la Chine d'aujourd'hui, presque encore plus puissante, et elle pensait qu'elle allait détrôner les États-Unis, et donc également le dollar, et donc imposer le yen dans les transactions internationales. Et à l'époque, elle a fait une erreur stratégique incroyable, et notamment dictée par Ronald Reagan, finalement, qui avait dit, puisque vous avez le yen et que vous avez une économie très forte, il faut que le yen s'apprécie. Et les Japonais ont accepté, en appréciant le yen de 200 yens pour un dollar à 80 yens pour un dollar en quelques trimestres finalement, ce qui était une erreur dramatique puisqu'à partir de là, toutes les bulles qui s'étaient formées au Japon se sont effondrées. Donc le Japon est entré dans une phase de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix qui vient de se terminer il y a quelques années. Et toujours est-il qu'à ce moment-là, évidemment, le Japon n'a pas pu prendre la place des États-Unis et donc le yen également n'a pas pu remplacer le dollar. Là, on voit la part des États-Unis dans le PIB mondial. Donc c'est la courbe bleue, donc c'est vrai que ça a baissé, on était à 22% des années 80, là donc on est toujours autour à peu près des 15 à 16%, mais le Japon, vous voyez qu'à un moment était monté à quasiment 10%, mais là aujourd'hui on est tombé sur un niveau de seulement 4 à 5%, on reste extrêmement faible finalement, donc le Japon n'a plus ce pouvoir de pouvoir concurrencer le dollar. Alors après on a créé l'euro, là aussi on pensait que l'euro allait pouvoir concurrencer le dollar, d'ailleurs c'est pourquoi on l'a créé, sauf que nous aussi on a fait une erreur, on a oublié que l'euro, il devait s'appuyer sur une économie forte, sur une économie dynamique. Et là, même erreur, on a voulu avoir un euro trop fort, au début du moins, pendant quelques années. Et c'est ce qu'il y a, alors pas en 2000, mais dans les années à peu près à partir de 2002-2003 jusqu'à 2008, l'euro s'est fortement apprécié et il a cassé l'activité économique. Et là, on retrouve donc ce même graphique, c'est-à-dire avec le poids du PIB américain donc, au niveau mondial, en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire en enlevant les différences des pouvoirs d'achat, donc avec les Américains donc étaient au niveau de la zone euro, vous voyez, dans les années 90, et ensuite, évidemment, les deux ont tombé, mais ça a encore plus chuté dans la zone euro, parce qu'on est autour des 11% aujourd'hui du PIB mondial, contre autour des 16% pour les États-Unis. Donc nous aussi, on n'a pas réussi, parce que justement, on n'a pas réussi à faire de la zone euro une terre de croissance forte. Vous voyez l'évolution du PIB américain depuis 1995, donc hors inflation, bien sûr, c'est la courbe bleue ici, plus 91,3%, alors que sur la même période dans la zone euro, plus 49,9%, donc il y a plus de 40 points d'écart de croissance en moins pour nous par rapport aux États-Unis. Et donc, c'est ce qui fait que, malheureusement, l'euro n'a pas pu concurrencer le dollar. Et encore aujourd'hui, l'euro ne peut pas concurrencer le dollar. Et donc, il reste un troisième compétiteur, le fameux yuan, c'est-à-dire la devise chinoise, évidemment, qui est en train de s'imposer. Alors, pourquoi les Chinois, ils ne font pas comme nous, comme les Japonais, ils ne mettent pas la charrue avant les bœufs. D'abord, ils veulent avoir une croissance forte, et après, ils verront s'ils pourront imposer le yuan. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et là, pour la croissance forte, évidemment, elle est là. Là, on a l'évolution du PIB chinois depuis 1980. Regardez bien, 3744% d'augmentation du PIB chinois hors inflation. Attention, c'est pas le Bitcoin là, c'est pas avec l'inflation non plus, c'est effectivement la Chine, plus 3744%, l'Inde, 1072%, les États-Unis, 192%, la France aussi, on monte quand même 103% depuis 80, et c'est pas beaucoup finalement, mais ça augmente tout de même. Mais c'est sûr que États-Unis et France, nous sommes des pays développés, donc c'est normal que la Chine nous rattrape, mais dans de telles proportions, évidemment, ça pose problème. Et surtout en termes de poids dans le PIB mondial, et bien là aussi, si on regarde le poids donc, dans le PIB mondial en termes de parité de pouvoir
d'achat, ça veut dire en isolant les différences de pouvoir d'achat entre les États-Unis, la Chine, etc., on voit bien que ça y est, la Chine est déjà la première puissance mondiale. Elle représente aujourd'hui, vous voyez, à peu près 19 à 20% du PIB mondial, contre 16% pour les Américains, autour des 11% pour la zone euro. Et donc, on voit bien que, selon le FMI, encore une fois, hein, on pourrait donc atteindre en Chine quasiment donc 22% à l'horizon 2024, avec parallèlement, bon là je vous ai mis quand même la France, on est autour donc des 2% du PIB mondial, ça a aussi évidemment baissé, on était à 4% dans les années 80, on voit bien effectivement ce déclassement, et surtout la courbe rouge, donc la Chine qui est en train de rattraper tout le monde, et puis parallèlement, la Chine qui fait énormément d'excédents extérieur. C'est vrai que pendant le coronavirus, on s'était dit ça va les calmer. Eh bien non, pas du tout. Regardez bien les chiffres hein, de l'excédent commercial chinois. Avant le coronavirus, il y avait à peu près 500 milliards de dollars d'excédent annuel en Chine. Aujourd'hui, on est autour des 900 milliards d'excédent commercial de la Chine. Donc on voit bien que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, corona ou pas, on continue malheureusement d'acheter chinois, voire plus encore qu'avant, ce qui donne une puissance supplémentaire à la Chine, puisque ces excédents commerciaux se traduisent par une augmentation des réserves de change. Vous voyez bien, on est aujourd'hui sur à peu près 3184 milliards de dollars de réserves de change en stock à la Banque centrale chinoise. Et donc c'est la première réserve de change mondiale. Hein. Les Japonais sont autour des 1200 milliards, c'est le numéro 2. Donc nous, la France, on est autour des 200 milliards, vous voyez qu'on est quand même très très loin. Donc 3184, ça donne une puissance financière évidemment à la Chine, et ce qui veut dire aussi qu'elle ne peut pas non plus tuer tout de suite trop rapidement le dollar, sinon évidemment, comme tout à l'heure, ces dollars ne vaudront plus rien. Donc vous voyez que pour la Chine, ça va être là aussi de la patience, elle va devoir concurrencer le dollar avec le temps, va-t-on dire, et c'est vrai que ça lui donne une puissance pour s'assurer une croissance forte, quoi qu'il arrive, même si le taux de change s'apprécie, donc ce qui lui permettra de résister. Alors, la nouveauté, c'est que je l'ai souvent dit, les Chinois ne sont pas prêts pour effectivement remplacer le dollar, parce que le yuan n'est pas une monnaie internationale, il y a le contrôle d'échange. Donc évidemment, si demain on arrête le contrôle d'échange, le yuan va fluctuer en fonction des marchés, et à partir de là, il peut s'apprécier très fortement, ce qui peut casser l'économie chinoise. Donc ils ne feront pas les erreurs des Japonais des années 80-90. Mais il vient de se produire quelque chose d'assez incroyable, qui est presque passé inaperçu, mais qui vaut son pesant d'or, entre guillemets, c'est que pour la première fois, eh bien ça y est, les pays donc, du Golfe commencent à libeller notamment leur gaz en yuan. Alors on avait déjà eu des cas avec la Russie, avec l'Inde, certains produits également d'Europe qui étaient libellés en yuan, mais c'était encore, on va dire, marginal. Et là, ça y est, eh bien, le premier contrat d'ailleurs qui a été signé avec Total Energy, hein, finalement un groupe français, eh bien c'est la première donc, livraison de gaz naturel liquéfié depuis les Émirats Arabes Unis vers la Chine et qui a été libellé en yuan. Donc là, évidemment, c'est une nouveauté, on a ouvert une brèche qui est assez incroyable, mais la question est de savoir, est-ce que ça va durer, est-ce que maintenant, le pétrole va suivre, parce que c'est la grande question. Le pétrole aujourd'hui est libellé en dollars, comme l'ensemble des matières premières. Tant qu'il y a ça, le dollar est tranquille, il n'y a pas de concurrent véritable. Et donc, la question est de savoir, après le gaz naturel liquéfié, est-ce que le pétrole va suivre? Et c'est vrai que quasiment dans le même temps, il s'est produit quelque chose d'assez incroyable, c'est que l'Arabie Saoudite, qui est donc le premier exportateur mondial de pétrole, hein, alors ça dépend des années, mais globalement c'est l'un des premiers exportateurs mondiaux de pétrole, alors que la Chine, de l'autre côté, c'est le premier importateur mondial de pétrole. Donc c'est vrai que s'ils réussissent à négocier, de libeller leurs échanges en yuan, ça va faire évidemment un produit, enfin un appel d'air assez incroyable. Et donc c'est assez incroyable là aussi, l'Arabie Saoudite vient de se rapprocher de l'organisation de coopération de Shanghai. Alors ça s'appelle, elle est devenue un partenaire de dialogue, donc elle n'est pas encore entrée, donc je rappelle, on a 12 pays dans cette OCS, il y a notamment la Russie, l'Inde, le Pakistan, mais tout ça pour dire que l'Arabie Saoudite commence à se rapprocher en disant peut-être que demain, on va libeller notre pétrole en yuan. Et là, évidemment, ça serait très dangereux pour l'hégémonie du dollar. Alors, comme je l'évoquais à l'instant, les Chinois encore, ils ne vont pas aller trop vite, ils ne vont pas faire l'erreur des Japonais. Donc on voit que là, c'est l'évolution du yuan dollar, c'est la courbe rouge. Donc les Chinois utilisent leur yuan, c'est une arme de politique économique. Donc on voit bien ici, finalement, c'est vrai que le yuan avait fortement baissé. Donc là, quand la courbe baisse, évidemment, c'est une baisse du yuan. Pendant notamment, que ce soit le corona ou plus dernièrement, les Chinois continuaient de fermer leur économie. Là, ça va un petit peu mieux, on est autour des 6,80 yuan pour un dollar. Mais le niveau d'équilibre du yuan, c'est 3,50 yuan pour un dollar. On voit qu'on
est encore très loin, il est encore toujours sous-évalué ce yuan. Donc les Chinois ne peuvent pas se permettre d'avoir un yuan trop fort, sinon ça va casser leur croissance, comme un peu le Japon il y a, je dirais, donc dans les années 90. Donc c'est ce qui fait que pour l'instant la Chine freine un petit peu, mais là, vous voyez, petit à petit, elle commence à, comme aux échecs, à placer ses pions et à se dire, là on va pouvoir progressivement concurrencer le dollar. Et alors, on a bien compris qu'elle ne pourra pas le faire seule, et c'est ça la grande nouveauté également, c'est qu'elle a l'accord et l'aide aujourd'hui de ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les pays évidemment, donc le B c'est le Brésil, R c'est la Russie, I c'est l'Inde, C c'est la Chine, et S c'est South Africa, c'est l'Afrique du Sud. Et donc regardez ce qui s'est produit, ce sont les chiffres du FMI, c'est assez incroyable. Donc là, on a la part donc de deux grandes puissances finalement dans le PIB mondial, le G7, donc les 7 pays industrialisés. Donc, je vous rappelle qu'on a les États-Unis bien sûr, le Japon, l'Allemagne, ensuite le Royaume-Uni qui est devant la France, ensuite on a le Canada et l'Italie. Voilà, ça, ce sont les pays donc, du G7. Et donc on voit bien que dans les années 80 par exemple, ça représentait plus de 50% du PIB mondial. À l'époque les BRICS, vous voyez, c'était autour des 15% du PIB mondial, toujours en parité de pouvoir d'achat. Et voilà la nouveauté, ça vient de se produire, c'est-à-dire que la part donc, des BRICS dans le PIB mondial est passée devant celle du G7. Donc voici, malheureusement pour nous, heureusement pour eux, entre guillemets, les nouveaux maîtres du monde. C'est-à-dire qu'on a une situation aujourd'hui où les BRICS sont potentiellement effectivement les maîtres du monde et donc ils vont peut-être favoriser une devise concurrente du dollar. Alors on parle d'une devise qui serait donc multipolaire avec plusieurs devises intérieures, une sorte de panier. Ça paraît assez compliqué. Moi je pense qu'ils joueront quand même le yuan à moyen terme avec notamment l'aide de l'Inde. Et ça c'est également une grande nouveauté, c'est que dans cette crise, que ce soit la crise du coronavirus, également la crise ukrainienne, l'Inde a été la grande gagnante. Et là on voit les derniers chiffres, donc des indicateurs des directeurs d'achat, un PMI composite, donc tout secteur d'activité. Donc les pays qui s'en sortent le mieux, déjà depuis plusieurs mois, on a l'Arabie Saoudite, voilà, on peut le comprendre, et puis surtout l'Inde, qui est donc qui a profité justement notamment du pétrole russe auquel elle n'avait pas accès précédemment. Elle l'a raffiné, puis après elle l'a revendu en Europe, donc c'est nouveau, ça fait une activité qui était dynamique. Elle a également pris des parts de marché à la Chine, qui était toujours fermée depuis pas mal de temps, et donc vous voyez que l'Inde reste la locomotive de la croissance mondiale. Alors ça c'est les chiffres du mois de mars, donc après on a eu quelques surprises, on a eu notamment l'Espagne qui a redémarré, le Canada également, bon, alors qu'il était plutôt mal le mois précédent, et puis surtout, regardez bien, la Russie. Alors c'est vrai que c'est assez incroyable, on n'arrête pas de nous dire que la Russie est en train de s'effondrer économiquement parlant, et si on voit les indicateurs, donc encore une fois c'est S&P Global et JP Morgan, donc c'est des entreprises américaines, hein, on voit que finalement la Russie résiste bien dans l'industrie, dans les services, sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc de deux choses l'une, soit les enquêtes sont fausses, ce qui est possible, hein, enfin bon, nous on prend ce qu'on a, soit effectivement il y a une résilience assez incroyable de l'économie russe, notamment d'un point de vue donc finalement du commerce au niveau des services et également au niveau de l'industrie qui résiste également bien. Alors après, c'est vrai qu'on a la Chine qui résiste bien, on a également l'Italie, finalement, vous voyez que des pays qui aujourd'hui malgré tout résistent bien. La zone euro, donc 53,7 par rapport donc, à l'Italie et l'Espagne notamment, et au niveau mondial 53,4, c'est un plus haut depuis février 2022, donc avant le début de la guerre en Ukraine. Il y a toujours néanmoins des pays qui sont fragiles, et justement malheureusement c'est essentiellement les pays développés. Alors évidemment on a toujours le Japon, la France, ça résiste, hein, c'est pas sous les barres des 50, mais quand même c'est quand même assez compliqué, notamment dans l'industrie, il y a toujours une récession, également en Allemagne, le Royaume-Uni. Par contre vous voyez que le Brésil et l'Afrique du Sud, bon c'est pas génial, donc là aussi dans le BRICS, il y a surtout l'Inde et la Chine, voire un petit peu la Russie qui résiste bien, qui tire un petit peu l'ensemble des BRICS, mais pour le moment c'est vrai qu'on a une situation mondiale où la locomotive de la croissance mondiale, ça reste des pays entre guillemets dits émergents. Alors donc ce qui veut dire que ça va renforcer évidemment le pouvoir du yuan dans les prochains mois, les prochains trimestres. Donc il ne va pas remplacer le dollar tout de suite, bien sûr, mais néanmoins une brèche a été ouverte. Et ça, évidemment, c'est de bon augure pour soutenir les cours de l'or. Et oui, les cours de l'or qui sont repassés au-dessus des 2000 $ l'once. Donc le 5 avril, on est monté à 2020. Donc on n'a pas dépassé le sommet donc, pendant plein Covid qui était de 2040 $ l'once, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette poire pour la soif, évidemment. La Banque centrale de Chine également achète énormément d'or. Donc ça, c'est également un signe avant-coureur. Donc on sent bien qu'on est en train de préparer quelque chose. C'est vrai que les Américains ne sont pas forcément au rendez-vous. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Donc si on voit que les Américains chancellent, n'ont pas la dynamique de croissance habituelle, ils sont inquiétés à cause de l'inflation, ils ont finalement également des risques sur les taux d'intérêt, parce que là aussi, si le dollar est attaqué, donc si le dollar baisse, eh bien la Réserve fédérale américaine va devoir encore augmenter les taux d'intérêt pour soutenir le dollar. Vous voyez, là, c'est les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, là, c'est l'euro-dollar. Donc
Donc c'est vrai qu'il a un petit peu baissé, mais néanmoins, on a cette situation où aujourd'hui les Américains vont devoir augmenter les taux d'intérêt. Sauf que s'ils continuent d'augmenter les taux d'intérêt pour soutenir le dollar, ça va casser l'activité économique et ça va également alimenter la crise bancaire qui est toujours loin d'être terminée. Je mets juste un graphique avec le cours de la First Republic Bank. Vous voyez, alors ça a arrêté de baisser, c'est vrai, mais on ne bouge plus. Donc là, c'est quand même sur des plus bas historiques, avec une capitalisation boursière donc First Republic Bank qui est passée donc de 23 milliards il y a le 7 mars à toujours aujourd'hui 2,6 milliards le 10 avril. C'est les derniers chiffres dont on dispose. Donc ce qui veut dire que, attention, les Américains, c'est un petit peu le danger. Pour soutenir le dollar et pour maintenir son hégémonie, risquent de devoir augmenter leur taux d'intérêt, ce qui va casser l'activité économique. Donc on voit bien que à ce moment-là, l'or va continuer de s'attirer, on va dire, les faveurs des investisseurs internationaux. Donc c'est vrai que ça va rester très très volatile sur les cours des matières premières, sur les cours, je dirais, de l'euro-dollar également. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à moyen terme, évidemment, le dollar sera attaqué. Donc on n'a pas encore la réponse complète. C'est vrai que si les Américains s'affaiblissent et que les Chinois continuent de marquer des points, alors là, évidemment, il y aura, je dirais, ce remplacement du dollar par le yuan. C'est pas encore pour tout de suite. Chaque crise en son temps. On va déjà terminer celle-ci. On verra l'autre, je pense, dans, on va dire, 5 à 10 ans. Pas avant, mais c'est vrai que le match va être très serré. Et donc, on en reparlera d'ici là. Mais en tout cas, il faut tout de même se préparer aujourd'hui, notamment en gardant cette fameuse poire pour la soif, en l'occurrence de l'or. Merci encore donc pour votre fidélité, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.